Comme tu le disais, je suis à la tête d'un chantier qui est celui de créer une unité de recherche à l'école de Saint-Étienne. Ça va faire 5 ans qu'on essaye de le faire. Et donc, on va vous proposer un travail avec les étudiants, avec 2 doctorants qui sont ici. Et moi, ce que je voulais faire, c'est peut-être de vous donner des apports théoriques, et peut-être essayer une tentative d'esquisser une hypothèse qui pourrait proposer quelque chose qui se trouve entre cette question de l'imaginaire, la question du commun, et cette notion qui a été un peu abordée, un peu d'une façon qui a papillonné un peu dans tous les présentations, qui est cette question de milieu, qui est une question très importante et des fois on ne se rend pas compte de la dimension, on va dire, moi je dirais épistémologique qui peut avoir cette notion pour l'architecture. Donc moi j'ai regardé hier soir le documentaire et c'est surtout en regardant cette forêt qui peut-être qui va disparaître, qui est cette forêt qui est une vision de l'avenir, où je me suis posé la question de comment protéger non seulement physiquement, mais aussi symboliquement l'existence de ce genre de forêt. De se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger cette chose, ce stock, on va dire, d'images qui est la forêt, et qui n'est pas forcément une protection rationnelle, qui n'est pas forcément une protection, voire même juridique, je ne maîtrise pas trop, mais qui est peut-être aussi une protection irrationnelle, cette protection symbolique. Donc c'est pour ça que je trouve que le récit s'avère quelque part essentiel pour cette tâche, car le récit peut être partagé, le récit peut être commun, et la forêt, donc, peut être comprise comme une image première. Une image qui a fait partie pendant très longtemps d'une structure mythologique qui est un peu de partout. Moi, je viens de l'Amérique latine, et c'est vrai que quand on parle de forêt, on n'a pas le même. Moi, j'ai eu un choc culturel ce week-end, parce que c'est vrai que quand on parle de forêt là-bas, on n'y va pas parce qu'on sait que si on dure 2 ou 3 jours, là, c'est même pas. Je crois que quelques heures, on se fait bouffer par un peu tout ce qu'il y a. Donc, c'est une forêt qui est véritablement une forêt sauvage. C'est pas l'imaginaire, on va dire, sylvestre, il n'est pas le même. Donc, oui, peut-être. Mais là, moi j'aimerais bien penser donc, cette image primaire comme une métamorphose d'un imaginaire, qui est une métamorphose qui se fait dans le temps, mais aussi dans l'espace, et qui nous renvoie à un besoin d'explorer ces imaginaires. Alors, je reprends une phrase qui cite très souvent, je cite très souvent une phrase de Guy Debord qui dit « Nos pensées sont dans toutes les têtes ». Moi, je trouve que la question de propriété, là, elle peut se poser peut-être à partir de ça autrement. En tout cas, au niveau symbolique, la forêt est un imaginaire, c'est-à-dire que c'est un stock d'images et donc un stock de connaissances. Elles sont là. Et donc, je vais essayer de formuler une hypothèse. L'hypothèse est que si l'inconscient, comme le dit la psychanalyse, est collectif, peut-être l'imaginaire est commun, ou est quelque chose de commun. Donc là, la question, j'ai essayé de l'aborder à partir de mon école de pensée, on va dire, qui vient de Bachelard et de Gilbert Durand, qui est l'école de pensée de l'imaginaire finalement. Et Bachelard, il nous parle de l'imagination comme quelque chose qui veut toujours à la fois rêver et comprendre. Rêver pour mieux comprendre et comprendre pour mieux rêver. Et quand je dis comprendre, je vais à la racine du terme, c'est-à-dire comprendere, prendre ensemble. Et je trouve que c'est important parce que dans un texte que Bachelard, qui est très peu connu finalement dans les écoles d'architecture, on utilise systématiquement le texte de la poétique de l'espace. Et je crois que le texte de la Terre et les rêveries du repos, et c'est sur les images de l'intime, est assez important parce que dans ce texte, il y a toute une partie qui part sur la racine comme image première, qui est souvent très on va dire, très mis de côté. Et donc Bachelard nous parle de la racine à la fois comme maintien et force térébrante. Alors térébrant, étant étranger, je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc j'ai essayé de chercher. C'est un adjectif qu'on utilise pour ces animaux, ces insectes qui percent des trous, c'est-à-dire on l'utilise toujours aussi pour parler d'une douleur térébrante.
Donc il y a quelque chose de corporel dans cette image de la racine. Mais c'est pour ça que ce que je vais vous proposer, pour essayer d'aller encore plus loin, d'essayer de comprendre l'imaginaire et la force de cette forme d'organisation qui peut être l'imaginaire, je vais vous proposer une image de la forêt, comme une image profonde et nocturne, à partir d'une citation de Bachelard dans ce texte, de Gilvik, du poète, qui dit « Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant ». Moi, j'ai trouvé ça très, très beau. D'ailleurs, j'aurais dû intituler cette intervention comme ça. « Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant ». Donc, c'est une image donc, terrifiante. Mais une image qui vient creuser dans notre imaginaire en établissant donc un trajet que nous partageons et qui est une forme de compréhension. Donc, comprenez à nouveau. Compréhension, à mon avis, non rationnelle, mais bon. Donc, pour Bachelard, l'imagination, à travers un trajet qui va des gestes principaux de l'animal humain vers son environnement naturel, est importante parce que ça permet non simplement de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un va-et-vient entre un objet et un sujet, mais qu'il s'agit plutôt d'essayer de comprendre comment les gestes du corps, les gestes de l'humain, je répète, les forêts le soir font du bruit en mangeant, donc il y a un anthropomorphisme, comment ces gestes sont directement, se prolongent peut-être directement dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement naturel, mais qui peut être aussi un environnement des institutions, des représentations sociales, voire même des techniques, des technologies que nous avons développées et que nous avons développées en commun. Mais pour Bachelard, ce trajet donc est irréversible, car un milieu nous révèle aussi, est réversible, car un milieu nous révèle l'attitude que nous adoptons devant la matière. Donc il nous parle de dureté, vous le savez bien, dureté, fluidité, l'eau, l'air, le feu, ce sont ces images premières que Bachelard travaille beaucoup dans ses écrits. Il existe donc, et là je reprends un auteur que je vais citer tout à l'heure, un monde perceptif, un Mirkwelt, qui est intimement lié à un monde d'action, un Wirkwelt. C'est Uexküll qui propose cette division. Donc il y a des gestes principaux de nos corps, nous, animal humain, qui vont vers la forêt. Et c'est cette forêt aussi qui devient un monde d'action, qui vient interroger ou signifier d'une façon différente nos perceptions. Alors, Gilbert Durand, il reprend toute cette histoire-là pour essayer de définir l'imaginaire, en disant que l'imaginaire n'est rien d'autre que ce trajet dans lequel la représentation de l'objet se laisse assimiler et modeler par les impératifs pulsionnels du sujet, c'est-à-dire son désir, et pas forcément son besoin, plutôt son désir, et dans laquelle, d'une façon réciproque, les représentations subjectives s'expliquent par des accommodations, c'est très compliqué ce qu'il propose, mais bon, je vais essayer de le clarifier, des accommodations antérieures du sujet au milieu objectif. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ce qu'il essaye, c'est de développer l'imaginaire comme un échange, un incessant échange qui existe entre des pulsions, mes désirs, qui sont des pulsions qui essayent d'assimiler un environnement, et les façons dont je peux rendre cet environnement intime. Donc, ce qu'il appelle des intimations objectives. Des intimations qui proviennent de ce milieu. Un milieu qui est cosmique, qui est social. Je reviendrai sur le thème milieu, bien évidemment. L'imaginaire, donc, a un rapport commun et intime avec un milieu. L'imaginaire est donc une question de milieu cosmique, c'est-à-dire, à mon avis, de construction, d'organisation d'un monde, c'est-à-dire d'architecture. Alors la question de milieu, elle a été travaillée beaucoup par, comme on le sait, Jacob von Uexküll, on l'avait cité hier, je vais essayer de clarifier un peu la notion de milieu. Donc Uexküll, biologiste estonien-allemand,
développe de manière singulière une biologie philosophique ou biologie théorique qui influence, comme on le sait, la philosophie des sciences de la nature du XXe siècle. Donc il y a plusieurs personnes qui ont travaillé la question du Uxküll, qui ont été inspirées, Heidegger, Sloterdijk, Agamben, mais surtout un certain José Ortega y Gasset, un philosophe espagnol, qui m'a permis, d'une certaine manière, d'avoir accès à toute une littérature d'Uxküll qui a été traduite très vite en espagnol et qui n'est pas du tout traduite en français, ce qui est très dommage. Donc, et que je vais essayer de vous développer un peu sur ces lignes. Donc, essayons de voir en quoi consiste cette histoire de biologie théorique de Uxküll vis-à-vis du vivant. Pour lui, penser le vivant signifie penser un corps qui est indissociable d'un monde qui le construit. Donc ça, on est en plein sur la vision de l'imaginaire de Durand, ce va-et-vient qui existe entre des pulsions subjectives et des intimations objectives. Alors Uxküll conçoit le vivant comme un cercle fonctionnel, ce qu'il appelle un Funktionskreis, entre l'organisme et le monde qui l'entoure, le monde environnant, ce qu'il nomme en allemand le fameux Umwelt. La traduction de ce terme est véritablement difficile et je suis d'accord avec Dominique hier quand il disait que bon, la question de milieu, elle se pose. Moi, je préfère toujours utiliser, en suivant un peu la proposition de Ortega y Gasset, celui de monde environnant, parce que ça décrit une spécificité, celui de ce cercle fonctionnel, qui donne, à mon avis, une dimension cosmologique, c'est-à-dire une sorte d'architecture intéressante, une dimension cosmologique qui est peut-être comprise comme une dimension existentielle. Alors, nous pouvons distinguer plusieurs points qui définissent la théorie biologique d'Uxküll en partant de ce cercle, ce fameux cercle fonctionnel que l'animal et le vivant construit avec son Umwelt. En premier lieu, le monde du vivant est fait de signes qui l'affectent et le stimulent, et qu'à son tour, il va éventuellement affecter et stimuler. Rien dans ce monde n'est un objet neutre pour l'animal, car tout pour lui a une signification. Pour lui, ce monde est donc clos. Uxküll montre que le vivant, dans son cercle fonctionnel, se tient au moyen du cercle sensorimoteur, toujours en contact réel et en même temps intentionnel avec un autre que soi, avec le monde environnant ou le monde commun, avec des êtres vivants de la même espèce. Au-delà des liens exclusivement matériels et causaux, c'est-à-dire mécanicistes, le vivant entre en contact sensible avec un autre que lui, une altérité qui lui est intelligible au moyen de ses sens et de la motricité de son corps. L'animal perçoit immédiatement cette chose, et c'est le contact avec cette chose qui l'affecte et le stimule, éventuellement réciproquement. Ce contact réel, intentionnel entre un organisme et son Umwelt produit alors des signes, c'est-à-dire des significations. Autrement dit, avec l'Umwelten, la théorie d'Umwelten, Uxküll, ce qu'il propose, c'est une sorte d'immense théorie de la signification et qui va influencer toute une façon de penser, parce que c'est une théorie de la signification qui se base sur la vie et qui va construire même une discipline qui est connue comme la biosémiotique, et qui est une discipline qui est toujours en vie, très en vie. En second lieu, pour l'être vivant, le monde environnant qui lui est associé apparaît de forme expressive. L'être vivant est donc lié immédiatement au monde à travers la médiation de l'apparence et d'une nécessité essentielle d'expression. Donc tout être vivant a un besoin naturel de s'exprimer. Voire même, on discutait sur Adolf Portmann, le zoologiste, qui parle même d'une apparence inadressée pour décrire des êtres vivants qui s'expriment à travers de la forme, tout en sachant que les êtres vivants qui sont censés être en contact avec lui n'ont pas les organes perceptifs pour percevoir cette forme qui s'exprime. Donc c'est une apparence inadressée. Donc l'être vivant est donc lié immédiatement au monde à travers la médiation de l'apparence et une nécessité essentielle d'expression.
En retour, le vivant lui-même, par la surface qui définit sa figure corporelle, se manifeste de façon expressive dans le monde qui l'entoure et avec qui il rentre en relation. Ainsi, c'est par les organes perceptifs que l'organisme se relie à l'extérieur. Le monde environnant et son monde commun sont liés l'un à l'autre de façon immédiate, mais par la médiation de l'apparence. C'est l'apparence qui devient la chose commune. Cette médiation, ce caractère médiatisé du contact est particulièrement significatif. Là, c'est une citation de Uxküll. Finalement, la troisième chose, c'est que le rapport au monde de l'être vivant, rapport qui est basé donc sur une médiatisation par le corps sensible, est défini comme une forme de vie. Le cercle fonctionnel s'accomplit alors sous un rythme propre, ce qui fait de la nature un riche dédale de Umwelten. Il y a plusieurs Umwelt, donc, dans une forêt, il y a je ne sais pas combien d'Umwelt. C'est aussi la vision, par exemple, que d'autres naturalistes, notamment Humboldt, ont eu, et qui abolit complètement la vision, finalement, anthropocentrée de la Terre, vision qui nous plaçait systématiquement, humains et non humains, dans un seul et même monde. Humains et non humains, on ne partage pas, finalement, le même monde dans ce sens-là. En effet, il démontre que chaque vivant a un monde et que tout vivant a donc une temporalité et une spatialité, moi je dirais même une matérialité et un rapport avec l'énergie propre et subjective, elle-même variable du lien qu'il établit avec son monde environnant. Uxküll explique donc cette cosmovision, à mon avis cette architecture, en parlant du rapport entre l'abeille et la fleur. En les regardant interagir, alors ce rapport commence par sa femme, celle qui va devenir sa femme, je vous en parlerai tout à l'heure, qui lui pose cette question. En les regardant interagir, il se demande comment se fait-il que deux structures ou organismes dont l'apparence est tellement distincte, avec différents tempos et différentes positions dans le monde, semblent être faites l'une pour l'autre. Comment ça se fait que l'abeille semble être faite pour la fleur? Comment se fait-il qu'ils semblent participer d'un même projet et d'une même mélodie? Alors la notion de mélodie est une notion que Uxküll travaille dans ce livre qui est apparu avant le fameux milieu humain et milieu animal, qui s'appelle L'être biologique à une dame, qui est apparu en 1920. Et malheureusement, il est inédit en français, et où il commence à parler de cette notion d'origine, de Entzedung. Malheureusement, je ne lis pas l'allemand. Cette question, donc, est une question musicale. Cette question de rapport est une question musicale. C'est une question musicale du monde qui est animée par Uxküll par une sorte de fil invisible qui se tisse entre un phénomène extérieur et le corps de l'être vivant. Ce fil accorde donc à l'être vivant une propriété complémentaire contenue dans le monde environnant. L'influence extérieure reste ainsi incluse dans la structure interne de l'organisme. Et c'est là où Uxküll parle alors d'une sorte d'immense conformité à plan. Et cette conformité à plan, c'est-à-dire qu'il dit, le bourdon, par exemple, et la gueule de loup, la gueule de loup c'est un muflier à grandes fleurs, semble obéir à une même loi. On parlait de loi avec Hans tout à l'heure. Et cette dimension qui est presque théologique, cette conformité à plan, se base alors sur une entité transcendantale, qui est le résultat d'un même être. C'est là où je suis un peu en désaccord avec Uxküll, mais qui est le résultat d'un même être qu'il appelle nature. C'est cette chose transcendantale. Ainsi, la vie devient, grâce à l'instinct et l'ajustement aux choses du monde, une forme allant de soi, une forme naturelle. Ceci devient l'idée centrale donc de sa proposition. Alors, on peut se poser la question, surtout, sur ce lien que Uxküll établit avec l'imaginaire, avec sa théorie biologique avec le milieu, et la question de l'imaginaire, comme ce va-et-vient entre des subjectivations et des objectivations. On peut se poser la question si le fait de découvrir que tout être vivant a un monde environnant qui dessine un cercle vital signifie qu'en tant que tout, l'organisme, l'arbre, l'être vivant, n'est qu'une partie de sa vie.
Autrement dit, que l'être vivant est composé de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Cela peut sembler un peu évident, mais cette logique qui doit forcément interpeller l'architecte est peu explorée par ce dernier dans le processus de conception architecturale, c'est-à-dire dans la pensée d'une organisation d'un monde. L'architecte, obsédé donc par l'objet, pourrait se poser cette question. De quelle autre partie de sa vie parle Uexküll quand il parle du monde de l'organisme? Cette autre partie de la vie serait-elle forcément, chez l'être humain, un environnement toujours médié par l'architecture? Et dans ce sens, si on pousse encore la chose plus loin, quel serait le lien à ce moment-là entre milieu, architecture et imaginaire, si on comprend l'imaginaire donc comme une façon de questionner le milieu, suivant la position d'Uexküll et non pas la position par exemple, d'Augustin Berg. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous présenter. Alors, les étudiants vont vous présenter ce soir, on va essayer de faire une expérience autour de la question de l'imaginaire. J'imagine que ils vont vous parler un peu du protocole qu'on va suivre ce soir. Et ça serait intéressant, à mon avis, de voir comment cet imaginaire, c'est pour ça que j'ai essayé de vous proposer cette présentation, comment cet imaginaire peut être une construction du commun et non simplement une vision psychanalytique classique d'inconscient collectif. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ce tout, c'est un tout. C'est des tout. C'est des tout, oui. DOITS, comme William dit. Moi, je me suis posé une question depuis quelque temps, en essayant de croiser Uexküll et Agamben dans le bouquin qui s'appelle L'Ouvert. Oui. Il essaye de définir ce qui fait, au fond, la différence fondamentale entre l'animal et l'homme, qui serait cette question de l'ouvert. Alors, dans cette espèce de mécanisme où, au fond, on lance des signes qui sont lancés dans le vide, mais qui, à un moment donné, télescopent. Il y a une rencontre qui s'effectue entre le bourdon et le bufflier, qui lance chacun des signes qui ne sont pas à l'adresse particulière de quelque chose, mais qui se télescopent. Est-ce qu'on est dans l'ouvert ou est-ce qu'on est dans le fermé par rapport à nous et notre façon, parce que ça convoque ce rapport, cette différence toujours naturaliste de l'homme. Est-ce que l'homme a... et si on considère qu'il est dans l'ouvert, par rapport à ce mécanisme-là qui, lui, n'est pas dans l'ouvert, il est autre chose. Oui, lui, Uexküll, il serait dans le clos, en fait. Il est dans le clos. Il est dans le clos, et c'est pour ça que la question que je me suis posée par rapport à sa définition de la nature, comme cet être transcendantal, on en parlait tout à l'heure, c'est que il nous reste, s'il s'agit d'un être transcendantal, il ne faut pas le toucher, il faut tout simplement le contempler. Et je trouve que là, le fait de considérer que la nature est quelque chose de l'ordre du clos, ça ne nous permettrait pas d'agir, en fait, d'y participer. Quelle est notre contribution en tant qu'être humain? Quelle est notre place en tant qu'être humain dans toute cette histoire-là? Et je crois que l'animal, il ne se pose pas cette question. On ne peut pas utiliser nos mots à nous. Oui, je sais que c'est compliqué, mais il ne se pose pas la question de dire, en fait, ontologiquement, l'animal, il ne se voit pas comme un centre. Je reprends les termes de Plessner et de toute la tradition d'anthropologie philosophique. C'est-à-dire que l'animal, il ne se voit pas comme un centre. Il est centre parce qu'il peut se déplacer, il peut se bouger, mais il n'est pas... Plessner, il parle de l'homme comme quelque chose d'excentrique, c'est-à-dire l'homme, c'est quelque chose qui a la capacité de sortir de soi et de se voir comme un centre. Et là, la chose se complique, parce que l'homme, il a la capacité de se voir comme un centre, donc il est excentrique, et c'est ce qui permet à Plessner de dire,
que c'est pour ça que l'homme est un immigrant de la nature. On a émigré, pardon. On a quitté la nature. On l'a quitté il y a longtemps. On est des immigrants de la nature, on s'est détaché. Comment revenir à la nature tout en étant excentrique? Tu vois le grand enjeu? Parce que finalement, on ne peut pas arrêter de l'être. C'est la question du sujet et de l'objet. Oui, c'est pour ça que la proposition de l'imaginaire d'être plutôt dans le trajet est importante. Parce que, oui, effectivement, on va toujours être dans le sujet et l'objet. Mais tu vois, j'essayais de faire... Quand tu racontais ton histoire de bourdon et de fleurs, Ouais, c'est celle donc finalement... Non, mais c'est une très belle... Enfin, je trouve que c'est une image qui m'a beaucoup parlé. Et dans cette espèce de... Donc, à deux mondes fabriquent un système, en fait. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ce sont deux mondes dissociés, mais ça fabrique la pollinisation, ça fabrique... Bon, voilà, donc ça participe, en tout cas, ou c'est un système qui participe d'un autre système plus large. Et j'essayais de faire de réfléchir, de me dire, bon, alors, par rapport... Parce que ça a soulevé plein de questions, cette rencontre. On a bien vu cette rencontre avec ce forestier. Qui est justement de deux mondes, quoi. Le monde de la forêt, le monde de l'homme, le monde de la production et le monde de la matière. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ce sont deux mondes, en effet, analogues, si on reprend la définition analogique qui nous a été évoquée tout à l'heure par Sarah, donc deux mondes analogues qui chacun eux-mêmes ont leurs propres conditions, finalement, d'existence, et qui fabrique à fabriquer un système. Alors dans ce cas-là, l'homme, par rapport à la forêt, quelle est sa place dans ce système finalement? C'est vraiment une question de place dans un système. Et pas seulement dans un système, quelle est sa place dans le monde? Quelle est sa place dans le monde, bien sûr, par extension, voilà. Et si tu veux, en fait, il y a un peu la même chose, quoi. Tu vois, la fleur et l'abeille, l'homme et la forêt. Bon, si on essaye de se dire finalement, est-ce qu'il y a un moment donné, on fait ce déplacement et on sort de la question de domination, de la préoccupation dominatrice de l'homme par rapport à la matière, par rapport à la forêt. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut se dire aussi, est-ce que finalement ce sont deux mondes, alors là peut-être, tu vois, qui s'ignorent, quoi, au fond, deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre, comme la forêt, comme la fleur et l'abeille. Mais c'est là où je trouve avec que, une forme d'interaction. Ce que tu as dit ce matin en discutant avec Hans sur le télescopage des domus, c'est-à-dire de comment une maison n'est autre chose que l'écho d'une autre maison, Donc ce télescopage peut-être qui fait partie de la démarche d'Agamben dans ce sens-là, de cette ouverture, de se dire, bon, on va entrer dans un processus de domestication, on est des êtres humains, mais c'est domestiqué parce que nous aussi, quelque part, on est emboîté dans un emboîtement de domestication d'un autre truc. Je crois que ça peut être une solution, non seulement de dire, bon, on va plus domestiquer, c'est plus possible, c'est dans notre nature, mais de voir quel est ce domus, en fait. C'est la question de la maison, Est-ce que c'est pas une responsabilité de l'ouvert? Oui. Je crois que c'est quand même un peu compliqué de faire l'analogie entre l'homme, la forêt, le bourdon et la fleur, parce que la forêt, en fait, elle n'a pas besoin de l'homme. Oui, mais... si, comme nous l'a dit il le disait justement. Kreuzler en entrée. Il le disait, et c'est là aussi ça a suscité des... C'est pas une analogie que je fais par souhait, parce que je fais l'analogie en fait. J'essaye de me dire, si on fait l'analogie en prenant son propos à lui, parce que lui il dit, forêt, qui lui Hans, il a dit, la forêt a besoin qu'on fasse des coupes, parce que la forêt pour se régénérer... Non. On a besoin, non mais pas des coupes franches. Non. Mais enfin si. Non. On a un témoin. Non, il a parlé. On a un grand Alors non, là-dessus, excusez-moi, moi j'ai pas. Non, il a commencé. Excuse-moi, Marie, il a commencé. Enfin, à moins que moi-même. Non, mais excuse-moi. Est-ce que je peux revenir à la question du bois? Est-ce que je peux revenir à la question du bois, qui est le bois est en effet avec un système de photosynthèse une capacité matérielle de stocker du carbone. D'accord, il y a un processus biologique qui est une fabrication d'un système qui est dans un système de croissance. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai vu ce qu'il nous expliquait,
en sortant justement de la question production, c'est-à-dire que la forêt, c'est du vivant. Donc, c'est une chose qui est en croissance, et comme tout vivant, ça a une naissance, c'est ça, une mort. Ça a un début et ça a une mort. C'est pour ça, me semble-t-il, moi, c'est la manière dont j'ai compris la manière dont il parlait de la question de maturité de l'arbre, quand il a parlé de croissance, donc de l'arbre qui, à un moment donné, a besoin que l'autre qui est à côté de lui tombe. On a besoin de le retirer parce que l'autre va se régénérer, va être à nouveau cette machine à capter. Mais non, mais tu le regardes en termes d'équilibre forestier. L'arbre, il a besoin aussi. Alors, pour toi, pas du tout. Ben, c'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment ce qu'il nous a dit. Et c'est ce que. Je veux dire, Non, il n'a pas coupé, il n'a pas parlé. Attends, la parole. J'ai pas comment dire, donc, était tout en fait dit, mais il y a des moments différents, effectivement, des sujets différents. Comment dire, il commençait hier soir en disant la forêt n'a pas besoin de forestiers. C'est nous les forestiers qui avons besoin de la forêt. Ce qui est d'ailleurs très, comment dire, très drôle, parce que c'est une manière de dire qu'on a besoin d'un gagne-pain. Donc il y a un peu d'ironie, d'auto-ironie. La forêt n'a pas besoin de forestiers, par contre, oui, la forêt a besoin, non pas forcément de coupe, mais que des arbres meurent. Oui. Mais Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Ben oui, voilà. Il y a besoin. Et donc, plus spécifiquement, par contre, la futée irrégulière, donc une forme de gestion, une forme de structure, a besoin effectivement, pas seulement que des arbres meurent, mais effectivement dans un certain rythme donné, donc effectivement de coupe. Voilà, mais là on est dans un autre sujet. On est dans un autre sujet, mais qui est intéressant. Alors on pourrait rester dans le sujet vraiment plus qui est naturaliste. Hein, effectivement, il faut qu'il y ait des arbres qui meurent, que d'autres naissent, puissent grandir. Et voilà, il n'y a pas besoin forcément de l'homme pour ça, mais ça c'est clair. Oui, mais ne parlons pas de la forêt primitive justement. Enfin, je pense qu'on n'est pas dans la, on n'est pas dans cette, dans cette Forêt primaire, tu veux dire. Oui, la forêt primaire. Voilà, ça reste vrai, c'est un processus qui reste vrai parce que même heureusement partout en France, dans nos forêts, il y a de la mortalité naturelle et il y a ce phénomène qui se produit d'arbres qui viennent en remplacement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Est-ce que sur des je sors de la question de la gestion et de la production. Quand je disais ça, je parlais de l'arbre. Je parlais du besoin de l'arbre, d'avoir besoin de ce mouvement. Alors, est-ce que ce mouvement, si on n'était que dans de la forêt primitive, bon, ça se ferait... Oui, enfin, il y a d'autres richesses et d'autres milieux qui apparaissent. Voilà, ça fait partie du vivant. C'est-à-dire que, enfin, c'est un peu... Bon, voilà. C'était une analogie que je faisais juste en essayant de sortir du propos. Certes, l'homme, c'est ce qu'il a dit. En effet, j'ai bien entendu cette chose-là. La forêt n'a pas besoin de forestiers. Je ne parle pas de forestiers. Je parle de cohabitation entre l'homme et la nature. Quand je parle de ça au même titre que la cohabitation entre l'abeille et de cohabitation de monde. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander si l'homme, dans sa forme la plus naturelle, presque primitive, peut faire partie d'un écosystème, ou si, dans sa forme primitive, l'homme n'est pas nécessaire aux écosystèmes qui lui préexistaient pour que la nature continue de se développer. Au sens où on a une place spécifique dans la chaîne alimentaire déjà, du fait que de tout seul, sans les artefacts qu'on crée, on n'a pas du tout la même place dans la chaîne alimentaire qu'aujourd'hui avec les artefacts qu'on a créés et le fait qu'il y ait une civilisation. Et est-ce que finalement, si l'homme disparaissait, les forêts disparaîtraient? Moi, je pense que non. Du coup, il y a finalement pas on a très envie en tant qu'homme de dire l'homme a besoin de la forêt a besoin de l'homme. Mais je pense que faut se faire une raison, la nature n'a pas besoin de l'homme. Non mais attends, moi je fais un présupposé, c'est que pour moi l'homme est un phénomène naturel. Donc on peut dire l'homme disparaît, attendez, attendez, juste un truc. Pardon d'être un peu brutal, parce qu'il y a la pause qui nous attend juste en dessous, ou je sais pas où. Peut-être on pourrait quand même donner l'occasion, si Dominique, parce que Dominique voulait réagir aussi, ou tu réagiras en réintroduisant tout à l'heure, c'est possible ? De réagir de manière différée. Mais peut-être, Manuel, tu peux conclure ce moment-là, non ?
Non, mais je veux dire, est-ce que tu veux répondre? Non, moi, peut-être pour une petite remarque pour clarifier un peu la situation de cette histoire de la forêt, de l'homme primitif, parce que ça vient très souvent. C'est-à-dire, selon Huxkull, ce qui serait intéressant d'étudier, c'est comment, en modifiant le milieu, ce milieu va nous envoyer des signes qui n'existaient pas auparavant. Comment cet arbre, qui avant était un arbre tout simplement naturel, est devenu un autre type d'arbre parce qu'il signifie une autre chose. Mais le milieu en tant que tel, l'arbre en tant que tel, il n'a pas changé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui, très bien. Donc du coup, je crois que c'est la modification de l'environnement n'entraîne pas une modification physique de l'environnement en tant que tel, il entraîne plutôt une manière dont cet environnement devient un signe pour nous. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà. C'est une forme de conclusion. Oui, voilà. Merci. Voilà.